Dans les épisodes précédents, nous avons réétudié l'histoire du célèbre Christophe Colomb, homme de légende sur lequel les théories ont fusé à foison et pour lesquelles nous avons débunké quelques-unes. Nous avons retracé l'origine de Christophe Colomb, les héros qui ont marqué son enfance, ses théories sur l'arrivée sur le territoire asiatique, les voyages de Christophe Colomb, ainsi que le rappel d'une question qui fait l'actualité: Christophe Colomb était-il un ignoble esclavagiste? Nous avions étudié aussi les dernières années de Christophe Colomb. Dans cet épisode, nous allons étudier la suite des événements qui ont lieu après la mort de Christophe Colomb, la relation des Espagnes et du Portugal envers ces nouveaux territoires. Nous allons étudier dans cet épisode un explorateur dont le nom a fait le tour de la planète, allant jusqu'à donner ce nom à un continent. Cet homme au nom si connu et pourtant l'histoire aussi méconnue aux yeux des Européens. Voici la fabuleuse épopée d'Amerigo Vespucci. C'est dans la ville de Florence, une riche cité-état italienne bastion de la Renaissance, que naît le 9 mars 1454 Amerigo Vespucci. Il est le troisième fils de Nattaggio Vespucci, un notaire et commerçant, ainsi que Lisa di Giovanni Mene. Les parents d'Amerigo Vespucci le nomment ainsi d'après le nom de son grand-père décédé en 1468. Son grand frère Antonio étudie le droit, son autre frère Girolamo devient prêtre et rejoint l'ordre des Hospitaliers. Il est issu d'une famille nombreuse dont la majeure partie vont décéder. La famille Vespucci est réputée de par les anciennes générations qui fondent la chapelle familiale dans l'église Ognissanti et l'hôpital proche de San Giovanni de Dio par Simone di Piero Vespucci en 1380. Le clan Vespucci n'est pas un clan spécialement prospère, mais elle a des bonnes relations au niveau politique. Son grand-père est resté 36 ans au poste de chancelier de la seigneurie de Florence et Natalgio, son père, lui aussi a fait partie du gouvernement florentin au sein des bureaux de guilde. Son oncle paternel, Giorgio Antonio Vespucci, moine dominicain humaniste, propriétaire de la principale bibliothèque de la ville de Florence, va prendre en charge l'éducation du jeune Amerigo Vespucci. Il crée une école pour les aristocrates et forme les jeunes aux sciences, la philosophie d'Aristote, de Ptolémée et Strabon sur l'astronomie, la cosmographie, la géographie, les langues et l'histoire. Amerigo, formé au sein de cette école, découvre Virgile, Dante et Pétrarque, ainsi que les écrits du voyageur Marco Polo, influant sur la curiosité de l'intérêt d'Amerigo pour des nouveaux horizons. Amerigo va connaître en 1478 la guerre entre Florence et Naples, cette guerre où Guidantonio Vespucci, un autre oncle d'Amerigo, sera envoyé comme ambassadeur. Amerigo Vespucci est donc chargé d'escorter son oncle à la cour de Louis XI à Paris. Cette mise en relation est un échec puisque le roi Louis XI est en difficulté sur le territoire de Bourgogne. Un événement tragique va se dérouler puisque le père d'Amerigo décède en avril 1483. Le testament du paternel ordonne Amerigo de gérer la responsabilité des finances familiales. Alors en déclin, son père avait vu juste puisqu'il a de l'expérience dans le domaine des finances. De son côté, Amerigo rencontre une jouvencelle avec qui il va donner naissance à une fille. Le nom de la mère et de la fille sont alors inconnus. La mise en place du réseau d'Amerigo. Lorenzo di Pierfrancesco de Médicis licencie son agent commercial à Séville en 1489 et charge Amerigo de lui trouver un remplaçant. Amerigo conseille Juanotto Bernardi, un entrepreneur florentin établi à Séville. Depuis 1485, Lorenzo l'engage. Le territoire de la péninsule ibérique est alors un centre commercial prospère et Séville le centre économique le plus important de la couronne de Castille. Les rois de Castille et d'Aragon, Ferdinand et Isabelle, sont en train d'achever la conquête du royaume de Grenade, la Reconquista. Le jeune Amerigo déménage à Séville fin 1491 sous les ordres de Pierfrancesco. Il est l'agent de Juanotto Bernardi qui œuvre dans la traite des esclaves, l'armement et l'approvisionnement des bateaux. La Castille aurait localisé une mine d'or en Guinée. Berardi, conseillé par Amerigo, participe comme investisseur et sous-traitant aux préparatifs des premiers voyages de Christophe Colomb et par son intermédiaire, Amerigo Vespucci et Christophe Colomb deviennent des amis. Berardi se place dans des affaires qui se révèlent désastreuses. Il décède en 1495.
Amerigo est exécuteur de son testament et il réclame 180 000 maravédis à Christophe Colomb. En 1497, il est remplacé comme agent de Piero Francesco par Piero Rondinelli. Il quitte Séville en 1496, destination de Sanlúcar de Barrameda, pour approvisionner une flotte de 4 caravelles affrétées par le défunt Juan Otto Berardi pour apporter des fournitures à Hispaniola. Le navire quitte Sanlúcar, une tempête surprend les navires et les emporte au large de Cadix. Amerigo Vespucci aurait souhaité embarquer avec le capitaine Jorge de Sousa, mais il est chargé de rester à terre pour préparer d'autres flottes sur lesquelles il va s'engager. Christophe Colomb a le monopole des voyages sur les territoires des Indes découverts. Il rentre en 1496 de son deuxième voyage. Vespucci impatient patiente son retour. Christophe Colomb converse pendant des heures sur les nouvelles découvertes. Comme vous l'avez vu dans les épisodes précédents, Colomb rentre de son troisième voyage en 1498, arrêté à Hispaniola et enchaîné devant les rois, ce qui met définitivement fin au monopole colombien des expéditions aux Indes. L'an de grâce 1499 est l'année où les voyages pour explorer et exploiter les richesses des nouvelles terres sont autorisés, peu importe l'explorateur. De par la nature de cette annonce, Amerigo ressent des sensations extatiques. Il embarque dans un des premiers navires non dirigés par Colomb, où le capitaine Alonso de Ojeda arrive aux côtes de l'actuel Venezuela. Amerigo revient du territoire avec 14 perles, dont la vente lui apporte 1000 ducats. Les premières lettres d'Amerigo Vespucci. Sa lettre du 18 juillet 1500. Dans cette première lettre, Vespucci raconte son expédition castillane avec 2 caravelles entre 1499 et 1500. L'escadron quitte le territoire ibérique le 18 mai 1499, fait escale aux Canaries. De ces îles, il traverse la mer Océane et après 24 jours de voyage, il touche terre. Amerigo Vespucci décrit dans un premier temps une île peuplée de cannibales et une terre ferme, continentale très peuplée, puis une île dont les habitants sont d'une grande stature comparée aux Européens, et une autre île avec une très grande population qui a construit ses maisons sur la mer comme Venise. Il donne des latitudes, des longitudes et des distances, mais ne mentionne qu'un toponyme, le golfe de Paria. Pour cette raison, il est difficile pour les historiens d'établir l'itinéraire suivi par l'expédition en supposant que le récit d'Amerigo Vespucci soit une source sûre. La lettre insiste sur la nudité des habitants des terres découvertes et raconte diverses batailles dans lesquelles les explorateurs tuent un grand nombre d'indigènes, pillent et incendient leurs habitations en ne perdant que 2 des leurs. Elle met également en évidence la grande diversité linguistique de ces territoires et mentionne 2 plantes abondantes, le coton et le bois du Brésil. Au cours de cette exploration, Amerigo Vespucci est convaincu de parcourir les confins de l'Asie du côté oriental et le début de la partie occidentale. On constate ici au départ les mêmes thèses présentées par Christophe Colomb, pensant se trouver sur les côtes de l'Asie. La lettre explique qu'après avoir passé 700 lieues, il décide de rentrer à Hispaniola pour réparer les navires et se reposer. Ensuite, ils entreprennent leur retour en Europe avec un cap au nord en passant par quelques îles dans lesquelles ils capturent 232 indigènes pour les vendre comme esclaves. Amerigo Vespucci affirme qu'ils sont passés par les Açores, les Canaries et Madère et qu'ils arrivent finalement à Cadix 13 mois après leur départ. Pendant ce voyage de retour, 32 des Indiens réduits en esclavage sont morts. Le navigateur dit avoir été atteint de fièvre Quartana et affirme se préparer à une nouvelle expédition pour découvrir l'île de Taprobane au Sri Lanka. À la fin de la lettre, il donne des informations sur le voyage des Portugais Vasco de Gama qu'il ne cite pas, qui vient de revenir de Lisbonne après avoir fait le tour de l'Afrique en bateau et être arrivé à Calicut en Inde. Bien qu'il reconnaisse un grand succès commercial, il essaye de lui retirer quelques mérites en indiquant par exemple que c'est une route dont parlent tous les auteurs de cosmographie. Toutefois, les résultats de l'expédition castillane ont probablement été considérés comme décevantes comparés à ceux des Portugais. Les observations astronomiques. La lettre comprend des observations qui étaient déjà connues aussi bien par les cosmographes académiques que par les navigateurs du XVe siècle. Elles expliquent qu'à l'équateur, le jour et la nuit durent autant de temps et elles mentionnent qu'après avoir dépassé le tropique du Cancer, on peut observer le phénomène du soleil zénital. Je cite, « Nous naviguâmes et nous entrâmes dans la zone torride sous le cercle du Cancer. Et vous pouvez avoir la certitude que naviguant dans la zone torride, nous avons vu les 4 ombres du soleil parce que le soleil était au zénith à midi. »
La lettre affirme qu'ils ont traversé l'équateur et qu'ils sont arrivés vers une latitude de 6 degrés sud, perdant de vue l'étoile polaire. La navigation dans ces latitudes est assez courante à cette époque, quand par exemple Bartolomeo Diaz dépasse les 34 degrés sud du cap de Bonne-Espérance. Je cite de nouveau: « Nous naviguâmes tellement dans la zone torride en direction du sud que nous nous retrouvâmes sous la ligne équinoxiale et ayant un pôle et l'autre au bout de notre horizon et nous la passâmes par 6 degrés en perdant complètement l'étoile Tramotane. » Il cherche sans succès un équivalent austral de l'étoile polaire septentrionale. Son meilleur candidat semble être un groupe de 4 étoiles qui forment une amande, s'inspirant de quelques vers de Dante. Il le cite: « Et moi j'avais tourné mon regard vers la droite pour mieux voir l'autre pôle où brillaient 4 étoiles que les premiers humains ont pu seuls contempler. Le ciel m'en paraissait plus heureux et plus gai, ô comme notre nord est veuf de toute joie, lui qui n'a pas le droit d'admirer leur éclat. » Le peintre Jan van der Straet immortalise la scène qui représente Vespucci mesurant la position de la Croix du Sud. Cette constellation avait déjà été aperçue par de nombreux autres marins européens et était également connue des Grecs antiques. Pourtant, dans la lettre, aucune croix n'est mentionnée. En plus, la date de la latitude indiquée, les étoiles de cette constellation ne présentaient pas de croix. Dans cette lettre, Amerigo prétend également avoir appliqué une méthode astronomique pour calculer la longitude basée sur une conjonction de la Lune avec Mars, dont il connaissait la date et l'heure précise pour le méridien de Ferrare à partir de ses cartes astrologiques. En observant l'heure de conjonction de sa position, il est possible de calculer la distance en degrés entre le méridien de référence et sa propre longitude. Il affirme ainsi avoir obtenu dans la nuit du 23 août 1499 la longitude de 82,5 degrés à l'ouest du méridien de Cadix. Je cite la lettre du 18 juin 1500. J'ai eu du mal à trouver la longitude pour un chemin en toute sécurité. J'ai voyagé le long de la ligne de longitude, j'ai travaillé si dur que je n'ai finalement rien trouvé de mieux que d'observer et de voir la nuit. Position d'une planète avec une autre et le mouvement de la Lune avec les autres planètes. La Lune est plus rapide parce que la conjonction de la Lune avec Mars, qui selon l'almanach doit avoir lieu dans la nuit, j'ai enfin trouvé que lorsque la Lune s'est levée sur notre horizon 1h30 après le coucher du soleil, l'astre s'était déplacé vers la partie orientale, je veux dire que la Lune était plus à l'est que Mars d'environ 1 degré et 1 minute, elle était à 15 degrés et demi. Du coup, que valent 5h30 si 24 heures correspond à 360 degrés? Vespucci trouve une valeur de 82 degrés et demi. En attribuant à chaque degré 16 lieues, il était à 1366 lieues. 2 tiers plus à l'ouest que Cadix, ce qui correspond à 5466 milles et 2 tiers. Pourquoi je donne le chiffre 16 lieues? Selon Ptolémée, la Terre a une circonférence de 24 milles qui correspond à 6000 lieues, qui en le divisant à 360 degrés correspond à 16 lieues, et j'ai vérifié ce rapport plusieurs fois en faisant le point avec le capitaine, c'était vraiment le bon. Amerigo ne donne aucune indication sur le territoire sur lequel il se trouve en 1499. On explique cette observation astronomique une grande pertinence dans l'histoire des voyages maritimes. Néanmoins, on estime que la valeur de 82,5 degrés aurait été copiée sur celle de Christophe Colomb en 1494 lors d'une observation d'une éclipse lunaire depuis Hispaniola, ce qui suggère qu'Amerigo Vespucci n'a pas pris de mesures mais a simplement plagié son collègue navigateur. Dans des écrits ultérieurs, Vespucci prétend avoir envoyé un rapport détaillé de sa méthode de calcul au roi Manuel Ier du Portugal, mais cela a été démenti. À l'heure actuelle, les historiens pensent que cette technique n'était pas réalisable sans la pratique, en raison de l'impression des horloges et des instruments d'observation disponibles à bord d'un navire du XVe siècle. Attardons-nous à présent sur les trajets entrepris par Amerigo Vespucci. Les voyages d'exploration d'Amerigo Vespucci. Amerigo se rend en 1501 à Lisbonne où il embarque dans une expédition portugaise. Nous ne savons pas exactement pour quel motif il quitte la Castille. Selon Vespucci lui-même, il aurait reçu une invitation du roi du Portugal Manuel Ier. Néanmoins, certaines personnes disent que c'est une manœuvre d'espionnage concertée avec la couronne de Castille. Qui plus est, les rois de Castille souhaitent établir sur les comptoirs découverts des Espagnols d'origine, excluant ainsi Amerigo Vespucci. Il est mandé pour une expédition portugaise vers le Nouveau Monde, avec pour objet un but commercial. Cette expédition va pourtant montrer un compte de résultats quasi nul. L'expédition portugaise mandée par le roi Manuel Ier du Portugal a pour but d'enquêter sur les territoires décrits par Pedro Álvares Cabral. Le navire hisse les voiles en mai 1501. Le but serait de trouver le détroit de Cattigara dont Claude Ptolémée avait pensé qu'il menait en Asie. L'équipage traverse les îles Canaries sans s'arrêter
arrêtés, atteignent Benzeneg, l'actuel Dakar, et se dirigent vers l'archipel du Cap-Vert. Après un bref séjour, la flotte débute sa traversée de l'Atlantique le 15 juin. Le voyage est très difficile, prend plus de 60 jours pour traverser la partie la plus étroite de l'océan. Son homologue Christophe Colomb n'avait mis que 37 pour traverser la partie large. En août, ils arrivent sur les rives de l'actuel Brésil, à un endroit qu'Amérigo Vespucci ne mentionne pas. Les historiens pensent qu'ils sont au Rio Grande do Norte. Ils poursuivent leur route vers le sud, le long de la côte sud-américaine, pour arriver au cap de Saint-Augustin le 28 octobre avant de continuer à nommer les caractéristiques géographiques d'après des saints catholiques. Ils entrent dans la baie de Guanabara à Rio de Janeiro le 1er janvier 1502. C'est le 15 février qu'ils atteignent le point de la côte où les Portugais pensent que le traité de Tordesillas place la limite. Entre la juridiction portugaise et la juridiction castillane, il y eut une discussion entre les navigateurs sur l'itinéraire à suivre pour continuer l'exploration. Pour Amerigo, il est essentiel de continuer à étendre les connaissances sur ce territoire au sud, alors que le commandant pense le contraire. Il pense le contraire de par le traité de Tordesillas, il serait en infraction. L'expédition continue vers le sud, mais actuellement son itinéraire est inconnu. Amerigo affirme dans sa lettre atteindre une latitude de 50 degrés sud. Il note la disparition de la grande ours et de la petite ours, de leur visuel pour la première fois depuis 4 mois, pendant lesquels ils sont restés au sud du tropique du Capricorne. Il aurait encore longé jusqu'au Rio de la Plata et la Patagonie dans l'actuelle Argentine. Certaines sources non vérifiables disent qu'il serait atteint au détroit de Magellan, les îles Malouines et la Géorgie du Sud. La flotte arrive sur les côtes du Sierra Leone le 10 mai 1502 avant de brûler un de ses navires qui était dans un état désastreux et ils restent à terre pendant 15 jours. Ils repartent en direction des Açores qu'ils atteignent fin juillet. Ils y restent encore une quinzaine de jours avant d'arriver à Lisbonne le 7 septembre 1502. Vespucci va écrire une lettre nommée la lettre de Lisbonne, lettre manuscrite renvoyée à Lorenzo di Piero Francesco, retour de l'expédition portugaise de 1502. La lettre relate un voyage d'exploration portugais dans lequel il embarque dans un rôle qu'il ne mentionne pas. Elle décrit que la flotte navigue vers les îles du Cap-Vert. Depuis cet endroit, elle traverse l'océan vers l'Occident. Après 64 jours, les explorateurs mettent pied à terre dans un lieu qu'Amerigo Vespucci ne précise pas et ils explorent la côte jusqu'à une latitude de 32 degrés sud. Ensuite, ils reprennent la mer jusqu'à une latitude allant à 50 degrés sud selon les écrits d'Amerigo. Étant donné que la latitude de Lisbonne est d'environ 40 degrés nord, ceci permet à Amerigo Vespucci d'affirmer qu'il a parcouru un quart du monde, puisque 50 degrés sud additionnés à 40 degrés nord font 90 degrés, ce qui est un quart de la circonférence terrestre. Cette phrase mal interprétée, on pensera alors qu'Amerigo Vespucci voulait dire qu'il avait découvert un 4e continent. La lettre décrit la flore et les habitants de ces régions méridionales. Les hommes vivent nus, sont imberbes et n'ont ni religion, ni état, mais se font la guerre. Le navigateur ajoute qu'ils vivent dans des maisons de grande dimension et décrit leur régime et leurs coutumes dans le cannibalisme rituel. Vespucci le dit, l'expédition ne rapporte pas de bénéfices économiques, mais se justifie en affirmant que la mission était destinée à l'exploration. Il conclut la lettre en annonçant une prochaine œuvre intitulée Voyage et en affirmant sa disponibilité au roi du Portugal si le besoin y est. Il est affrété sur un autre navire portugais entre 1503 et 1504, dirigé par Gonçalo Coelho. Le 4e voyage de 1503 à 1504 est une nouvelle expédition portugaise du roi Manuel Ier, aurait demandé une autre expédition sous les ordres de Gonçalo Coelho en rivalité avec Amerigo Vespucci, en corrélation avec les itinéraires de navigation du commandant et le trouvait présomptueux et têtu. L'exploration est financée par Fernão de Noronha. La flotte est composée de 6 navires partent le 10 mai 1503. Son objectif principal est de découvrir l'emplacement de l'île de Malacca. La Carta a Soderini continue en expliquant leur passage par la Sierra Leone qu'ils explorent un peu malgré de très mauvaises conditions météorologiques. C'est sous la date du 10 juin 1503 qu'ils atteignent les îles du Cap-Vert et peu de temps après ils se mettent en route pour la baie de Tous les Saints. Au milieu de la traversée de l'Atlantique, ils se heurtent au petit archipel de Fernando de Noronha qu'Amerigo Vespucci qualifie de véritable merveille de la nature.
Cet instant précis, la flotte se disperse. L'auteur de Carta a Sorderini affirme que le capitaine Coelho, qu'il critique constamment, est tombé. Vespucci poursuit son voyage sur le territoire du Brésil avec les 2 seuls navires dont il dispose. Il navigue le long de la côte jusqu'aux environs de Rio de la Plata avant de repartir par la même route. Il construit un petit fort dans lequel il laisse 24 marins avec de la nourriture, des canons et d'autres armes pendant 6 mois. Il charge alors les navires de Brésil et forcé par le manque d'équipage et de gréement, il retourne au Portugal et atteint Lisbonne le 18 juin 1504. Amerigo Vespucci à son retour à Lisbonne est quelque peu perplexe. Ce territoire lui paraît immense. Le jeune homme quitte le Portugal pour retourner à Séville. Il se marie la même année avec une femme appelée Maria Cerezo, une soi-disant bâtarde de Gonzalve de Cordoue. La reine de Castille Isabelle décède cette même année. Ferdinand, alors l'unique roi d'Aragon, régit la Castille. Amerigo, marié à une femme du territoire, au service de la couronne, est déclaré natif du royaume de Castille et de Léon en 1505. Le roi Ferdinand arme une flotte dont les navires sont construits à Biscaye, ordonne à l'amiral Vicente Yanez Pinzon, étudié dans un précédent épisode, de déclencher une expédition pour trouver un passage par l'Occident aux îles de l'Especeria, actuellement les territoires d'Indonésie. Amerigo est chargé de fournir les provisions pour la flotte et est nommé capitaine de l'un des bateaux. Le projet est annulé de par les rivalités entre le roi Ferdinand et le nouveau roi de Castille, Philippe Ier le Beau. Ces affaires ne concernent pas Amerigo Vespucci qui devient une figure de la Casa de Contratación à Séville, l'administration coloniale espagnole. Amerigo Vespucci, admirateur de ces nouveaux territoires, a fait une croix sur l'Amerigo Vespucci, rentier du passé. Il est un explorateur dont les affrètements ne sont pas rentables, mais il n'a pas l'air de s'en inquiéter. Ses écrits se transforment petit à petit en écrits d'un cosmographe et ses lettres sont vachement contestées. Des lettres perdues retrouvées vont se surnommer les fragments Ridolfi, où le destinataire nous est actuellement inconnu. Cette lettre est une réponse de Vespucci aux objections émises par des lecteurs de ses précédentes lettres, notamment sur les distances exorbitantes qu'il prétend avoir parcourues ou sur ses descriptions sur les autochtones. Il répond au scepticisme concernant sa capacité à mesurer la longitude à l'aide d'observations astronomiques. Vespucci affirme avoir utilisé des éclipses lunaires ainsi que les conjonctions de la Lune avec les planètes, soi-disant se situant à 150 degrés à l'est d'Alexandrie. Malgré des détracteurs qu'on ne compte plus, ces pharisiens sont une parenthèse pour Vespucci. Il se pose des questions suite à son voyage au Brésil sur les territoires découverts. Qu'est-ce que ce territoire immense ? Où sont les dirigeants de ces territoires? Et si ce territoire avait un autre fonctionnement que le monde alors connu? Et si le territoire rencontré par Christophe Colomb, pour lesquels la recherche du Grand Khan était obsolète puisqu'il n'y était pas? Et si ces territoires n'étaient finalement pas l'Asie, puisque ce territoire serait un nouveau continent? C'est la question à laquelle Vespucci va répondre dans un récit. Analysons-le de plus près. Mundus Novus raconte le voyage entrepris par Vespucci en 1501 à bord d'une flotte de 3 navires portugais avec des données qui paraissent correctes mais écrites de manière assez confuse. Il affirme clairement explorer des terres continentales et non des îles et ajoute que ce continent est bien plus densément peuplé que notre Europe, que ce soit aussi l'Asie ou l'Afrique et qu'il est juste de l'appeler Novum Mundum, c'est-à-dire le Nouveau Monde. L'œuvre est basée sur les lettres authentiques de Vespucci à Lorenzo di Piero Francesco, écrites entre 1501 et 1502 au Cap-Vert et à Lisbonne, respectivement mélangées avec des modifications de tiers qui introduisent des embellissements, des informations sensationnelles et des contradictions significatives. L'auteur détaille les beaux corps et la vie sexuelle active des femmes autochtones, affirme avoir rencontré un homme qui en avait mangé 300 autres et soutient que le paradis sur Terre doit se trouver près des terres autochtones visitées. Nous reviendrons sur ce document qui a une importance significative dans la suite de l'épisode. Vespucci repart pour un 5e voyage au nom de la couronne de Castille en 1504, dirigé par Juan Biscaño. Juan de la Cosa est une expédition difficile. Ils explorent les côtes inconnues du continent américain. Ils affrontent à plusieurs reprises les peuples autochtones sur terre ou sur mer. L'expédition est un fiasco puisqu'ils perdent la majorité de leurs navires et demeurent isolés sur le continent pendant 96 jours dans une forteresse improvisée où ils subissent le siège des Indiens et la maladie qui provoque de nombreux décès.
34 survivants partent pour Hispaniola à bord de bateaux dont la bordée a été reconstruite, tandis que 10 volontaires restent dans la forteresse. Les battels parviennent à atteindre l'île et de là l'équipage restant rentre en Espagne à bord de 2 caravelles. Le dernier voyage d'Amérigo Vespucci. Amerigo fera un 6e voyage, qui prend l'itinéraire du voyage de 1505, aura été reproduit par Juan de Costa et Amerigo Vespucci 3 ans plus tard. Ce dernier voyage n'a pas été documenté, il ne dispose d'aucun document direct qui ait vraiment eu lieu et est parfois rejeté par les historiens modernes. Le voyage aurait quand même été signalé par le doge de Venise Francesco Comer à la cour de Castille dans une de ses lettres adressées à la Signora, lequel cette expédition atteint la terre ferme et ramène de l'or sur le territoire castillan. La révolution d'un monde nouveau. Les îles et le continent trouvés par les explorateurs ibériques de l'autre côté de l'océan Atlantique reçoivent de nombreux noms différents dont l'application et l'acceptation sont généralement régionales. Ainsi, comme rappelé précédemment, Christophe Colomb découvre un territoire qui va surnommer Hispaniola en référence à l'Espagne et aux rois catholiques qui ont participé financièrement à ces voyages en territoire inconnu. La question est la suivante. Comment les Européens doivent appeler ce continent découvert malgré le peu d'informations indiquées par les autochtones? Cette question en apparence mineure va déboucher sur des problématiques dépassant les territoires du Portugal et d'Espagne sur la responsabilité de ce continent. Les Castillans étant les premiers à découvrir le territoire s'estiment légitimes pour nommer le territoire qu'ils vont définir comme les Indes ou les Antipodes. Ce même vocabulaire est réutilisé par les Italiens. Les Portugais contestent le terme des Castillans et ils baptisent l'actuel Brésil Veracruz. Christophe Colomb découvre en 98, lors de son 3e voyage, l'embouchure de l'Orinoque. Voyant son important débit, il déduit alors que la terre sur laquelle il se trouve est un nouveau monde, un territoire immense. Cette annonce selon laquelle Christophe Colomb aurait compris que c'est un nouveau continent avant Vespucci crée des débats, des concurrents, des ennemis, à savoir qui a compris que ce territoire était un nouveau continent. C'est cette même déduction qui, selon Fernandez Filippo Armesto, serait la source sur laquelle Vespucci se base pour affirmer que la côte sur laquelle il se trouve en 99 est continentale. En 1504, un certain Pierre Martyr d'Angiera invente le terme de Nouveau Monde pour les terres nouvellement découvertes. Ce terme est aussi utilisé dans l'ouvrage Mundus Novus attribué à Amerigo Vespucci. Certains contradicteurs soulignent que reconnaître les côtes découvertes comme continentales plutôt qu'insulaires ne signifie pas que Vespucci pense qu'il s'agit d'un nouveau continent différent des 3 autres connus depuis l'Antiquité. Certains disent que ces territoires sont, selon lui, une extension des terres de l'Asie. Les débats sont acharnés. Dans tous les cas, la population renseignée, et notamment les abbéistes de Saint-Dié-de-Vosges en Lorraine, émulsionnés par la lecture des publications de Vespucci, copient ses exploits, racontent son épopée à travers toute l'Europe, traduisant Carta au Soderini et Mundus Novus en différentes langues de leurs propres mains. Les nouvelles sont publiées au nom de Cosmographio Introductio et Quatuor Americi Navigationes en latin. Les copies sont éditées le 25 août 1507. Copies traduites, analysées, commentées, publiées. Chapitre en hommage à Vespucci suggère le terme Amérique, féminin comme le nom des autres continents, en hommage à celui qui en a conclu le territoire de par la faune et la flore était un nouveau continent. Je cite la publication Amerigo Inventore, Quasi Americi Terram Sive Americam, traduite par Amerigo le découvreur, comme il s'agissait de la terre d'Amerigo ou d'America. Parmi les éditeurs, on retrouve Vautrin Lud, Nicolas Lud, Jean Bassin, Matthias Ringman et Martin Waldesmel Müller. Actuellement, nous ignorons qui a décidé de ce nom pour le continent. Néanmoins, les gens se penchent principalement pour Matthias Ringman ou Jean Bassin, le traducteur de Mundus Novus. Martin Waldesmel est le cartographe qui travaille comme dessinateur. Il inscrit le nom Amerigo sur la carte murale intitulée Universalis Cosmographia, inclus dans les documents. Le terme America ne s'applique qu'à l'Amérique du Sud à ce moment précis. Il faut voir le côté linguistique de la chose. Les vieux continents alors connus sont nommés Europa, Asia, Africa. Ces termes commençant par une voyelle, il est logique selon les Européens d'appeler le nouveau continent par un terme commençant par une voyelle également. Le terme America est en euphonie avec les termes Asia, Africa. Il est attribué directement au nouveau continent adopté par les populations européennes. L'ouvrage Cosmographiae Introducio, cité précédemment, dont les ventes explosent à travers toute l'Europe, contient le mot Amérique, se propage rapidement dans d'autres œuvres cartographiques n'ayant pas de rapport direct ni avec
avec Vespucci, ni avec le territoire ibérique. L'œuvre de Johann Schoner, le globe terrestre en 1515, carte imprimée à Salamanque, une version réduite modifiée de la carte de Waldseemüller, publiée par Petrus Appianus, nommé Titus Orbis Universalis, place aussi le mot Amérique sur le document. Cet engouement pour le territoire européen du mot Amérique est assez confus pour les Espagnols, qui continuent à appeler le terme Inde-Occidentale ou Antilles. Les débats font toujours rage. Martin Hudson-Müller rectifie le nom de la carte, appelée Terra Incognita, continent découvert par Christophe Colomb, mais il est déjà trop tard. Puissances comme le Saint-Empire romain germanique, l'Autriche, le royaume de Suède nomment ce continent America. Et Amerigo dans l'histoire. Amerigo Vespucci est dans la même situation que Christophe Colomb était dans la problématique des Indiens d'Amérique. Il est quelque peu impuissant. Il y a un contraste entre les territoires d'Europe centrale, qui dénominent ce territoire l'Amérique, alors que leur relation avec l'Amérique est quasi nulle, et le territoire ibérique, qui selon le traité de Tordesillas, détient la totalité du continent et le prénomine les Indes occidentales, les Antilles. Amerigo, qui sans doute ressent une certaine fierté à ce que ce continent s'appelle par son nom de famille, est quelque peu perturbé par le fait que l'Europe centrale ne marche pas à la conquête du territoire. Il se dit sûrement que le terme Amerigo pour le territoire ne va pas durer, de par les myriades d'affrètements aux Antilles par le territoire ibérique. Il conclut que le terme Amerigo pour le nouveau continent est un terme passager. Le nouveau monde finira par s'appeler les Antilles. Les années passant, Vespucci prend sa retraite. Il est désappointant d'affirmer qu'économiquement, les voyages de Vespucci sont une vraie faillite. Les explorations sont infructueuses, que ce soit du parti castillan ou du parti portugais. Amerigo Vespucci vivra ses derniers jours dans la ville de Seville, entouré de sa famille. Il décède dans cette même ville le 22 février 1512, âgé alors de 57 ans. Amerigo ne connaîtra pas sa postérité, principalement le nom de l'explorateur donné au continent, des causes des récits de voyages recueillis dans la Carta a Sorderini. Ses écrits de cosmographe sont oubliés, pourtant il est le premier à décrire le Gulf Stream, découvert par Anton de Alaminos. Il décrit une méthode d'estimation de la longitude positionnelle en étudiant les cycles lunaires et les conjonctions planétaires. Il est le premier à décrire que les nouvelles terres découvertes par Colomb n'appartiennent pas à l'Asie, mais font partie d'un continent distinct. Il est aussi considéré comme un cartographe connu, dont la plupart des cartes non conservées. Finalement, quel avis se forger sur Amerigo Vespucci? Amerigo Vespucci, qui de départ est un financier, très vite s'intéressait aux phénomènes du moment, à savoir les grandes découvertes vers le nouveau monde. En parallèle avec les théories de Christophe Colomb, comme quoi Christophe Colomb serait sur le territoire asiatique, il va néanmoins analyser et cartographier le territoire afin de mieux le comprendre. En 1500, les satellites n'existaient pas et nul ne pouvait s'imaginer qu'il y avait un nouveau continent immense en partant de l'ouest. Amerigo, à l'aide d'un territoire ibérique déclarant son indépendance suite à 8 siècles de domination arabe et de reconquista, sur le bon territoire pour faire de nouvelles découvertes. Amerigo est le produit de son temps. Les Italiens, dont le royaume et duché prolifèrent et ne se réunissent pas, quittent leur territoire à la recherche de richesse et de grandeur. Vespucci est certes moins connu que son prédécesseur qui avait découvert des nouvelles îles, concluant un passage commercial. Néanmoins, l'importance de Vespucci dans le territoire international est à prendre en considération. Tout de même, lui qui a voyagé sur les terres continentales, cartographié ainsi qu'étudié la faune et la flore locale, et qui en a finalement déduit que ce territoire était un continent, il imagine avoir découvert un continent sans pouvoir le discerner d'un point de vue global. La série d'épisodes sur Amerigo Vespucci est maintenant terminée. J'espère que cette série d'épisodes sur ce navigateur vous a plu et vous a permis de mieux comprendre cette découverte qui aura des répercussions sur les événements qui vont suivre. Si vous souhaitez des vidéos sur d'autres explorateurs moins ou plus connus, ainsi que des explorateurs d'autres nationalités, qu'elles soient françaises, hollandaises, anglaises, une série d'épisodes va être consacrée à Jacques Cartier. Déclarez-le moi en commentaire. Une série sur les conquérants va parvenir aussi. Si vous avez apprécié ce format de vidéo, vous pouvez me déposer un petit like, un commentaire positif et instructif. Vous pouvez partager cette vidéo à vos partenaires, vos amis et votre famille. Si vous souhaitez la suite de cet épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.